Bonjour. Bonjour à tous, juste Madame Sahar, on est en train de donner un signal à Facebook. Alors bonjour à tous, tout d'abord nous vous remercions pour votre présence à ce webinaire organisé par l'IACE dans le cadre du concept 90 minutes avec l'IACE, intitulé Rebasage des comptes des nations, changement et impact. Je passe la parole à Madame Sahar Meshki qui sera notre modératrice pour ce webinaire. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je remercie l'IACE le choix de cette thématique d'actualité, réellement d'actualité. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer ce webinaire donc, qui traitera du rebasage des comptes nationaux. Alors, quel changement, quel impact. Et j'aurai le plaisir de faire réagir autour de cette thématique Simon Bouzaïen, donc, qui est directeur central de la comptabilité nationale à l'INS. C'est Monji Ben Charben qui est économiste principal à l'ITSEC et le directeur des études sectorielles, et c'est Abdelrahman Lera, notre universitaire et expert économique. Alors aujourd'hui, il est clair que, le 15 août, on a vu que l'INS a publié ce changement de base, donc des comptes nationaux. C'est clairement un exercice indispensable voulu pour mettre à jour des données macroéconomiques, pour gagner en fiabilité, en exhaustivité, en cohérence. Surtout qu'aujourd'hui, on est, que le pays est appelé à être de plus en plus ouvert, de plus en plus intégré dans des espaces régionaux. Il a des engagements internationaux, et ceci donc requiert une comparabilité des données, et cette comparabilité donc que suppose une certaine cohérence donc entre les différents systèmes de comptabilité nationale. Alors aujourd'hui, que nous sommes à la troisième génération des comptes nationaux tunisiens. Donc, il y a eu ceux de 83 et ceux de 97. Ce basculement de base à une autre, donc, il représente un changement d'envergure. Un grand chantier pour les économistes, pour les économètres, parce qu'il induit des changements à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des concepts, que ce soit au niveau des nomenclatures, des méthodes. Et c'est ce qu'on veut explorer aujourd'hui avec nos experts, de comprendre d'abord ce qui va changer, et ensuite quelles sont les conséquences, quelles sont les répercussions de ces changements-là. Donc là, on va passer à un VTR qui va expliquer un petit peu la thématique avant de faire réagir nos participants. Merci. Merci à vous, madame. ماذا نعني بتغيير سنة الأساس أو مراجعة الحسابات الوطنية؟ الحسابات الوطنية عنصر أساسي في نظام المعلومات الإحصائية الوطنية، ويتم إعدادها وفقاً لنظام الحسابات الوطنية المعتمد من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، والذي يحدد المفاهيم والتعريفات والتسميات وطرق التقييم. توفر الحسابات الوطنية وصفاً شاملاً ومتجانساً للاقتصاد، إذ تمكن خاصة من تحديد الناتج المحلي الإجمالي وقياس أداء الاقتصاد الوطني في فترة زمنية محددة.
إنشاء الحسابات الوطنية يتم انطلاقا من سنة الأساس، وهي بشكل عام السنة المرجعية للاقتصاد الكلي. في تونس قام المعهد الوطني للإحصاء بإعادة تقييم الحسابات الوطنية من خلال تحديث نظام المحاسبة الوطني التونسي SNCT بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط ميتاك التابع لصندوق النقد الدولي. وتم تغيير سنة الأساس لضمان تطابق الحسابات الوطنية مع المعايير الدولية ولضمان تحسين طرق التقييم. تهدف عملية إعادة التقييم لإعطاء وصف أكثر واقعية للوضع الاقتصادي الحالي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، مساعدة الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة، التأكد من تطابق المؤشرات المقدمة من طرف المعهد الوطني للإحصاء مع المعايير الدولية. والمثال الأكثر وضوح حول تأثير تغيير سنة الأساس هو المثال النيجيري، حيث تحصلت نيجيريا على المرتبة الأولى إفريقيا قبل جنوب إفريقيا بعد تغيير سنة الأساس لتصبح 2012، وارتفع بذلك الناتج الداخلي الخام لنيجيريا بنسبة 90% مقارنة بسنة الأساس التي كانت تعتمدها وهي سنة 1990. كما أن تصنيف الدول من حيث الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط أو الدخل المرتفع يتم على أساس نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي يمكن لأي دولة تغيير مرتبتها بعد مراجعة سنة الأساس وفقا للتقارير الاقتصادية، وتتأثر بذلك السياسات الاجتماعية والمالية الدولية بشكل مباشر. ونأخذ مثال غانا سنة 2009 والتي ارتفع ناتجها الداخلي الخام بأكثر من 60% مقارنة بالمعايير القديمة لحساباتها الوطنية. تحيين نمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2020 ليصبح إلا 9.2 مقابل إلا 8.8 سابقا. انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 2.5% سنة 2020 في حين ارتفع الانكماش الضمني بنسبة 5.1%. وفي إطار الحاجة للعمل على الدراسات القطاعية لا سيما من حيث الإنتاجية، من الضروري إعادة تقييم القيمة المضافة بالمليون دينار لسنة 2015. للتوضيح ولمقارنة السلسلة الجديدة بالسلسلة القديمة التي تعود إلى سنة 1993 تم حساب المساهمات في النمو بالمليون دينار لسنة 2015 للفترة 2011-2018 من أجل مقارنتها مع السلسلة القديمة بالمليون دينار لسنة 2005. بالنسبة لسنة 2018 نسبة النمو 1.9% تأتي من الطلب الداخلي بمعدل 76.6%، فيما ساهم الرصيد الخارجي بنسبة 23.4%. Merci beaucoup, Safet. Donc, je cède la parole maintenant à Simone J. Pardon, à Mostafa, pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on entend concrètement par ce changement d'année de base. C'est-à-dire que ça va toucher quoi exactement aujourd'hui? Oui, peut-être merci pour cette occasion de toute façon. Donc on est ravis de participer à ce webinaire. J'ai prévu pour la circonstance une petite présentation. Je ne sais pas si on peut la partager ou bien non. Si vous pouvez nous l'envoyer ici dans la discussion. Là où je fais le partage. Ah, sinon, oui, vous pouvez faire le partage de l'écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous... Oui. D'accord. Donc, histoire un peu de... Bon, il y a... Pour corriger certains points qui ont été évoqués dans ce VTR, peut-être pour quelques-uns,
J'ai prévu un plan de présentation qui d'abord donne donc brièvement, qui revient un peu sur la comptabilité nationale et ce que c'est. Rapidement également sur la manière dont on procède pour la construction de ces comptes. Et en troisième partie sur les comptes tunisiens donc sous la nouvelle base 2015. Et effectivement, donc, qu'est-ce que ça implique comme impact et comme conséquence et les apports de ce dernier rebasage, mais également un certain nombre de défis, d'enjeux qui se posent en particulier à nous. Donc, pour aller brièvement, donc, la comptabilité nationale, donc, c'est en quelque sorte un instrument de mesure. Donc, il est censé donc fournir des informations économiques et statistiques de manière synthétique sur l'économie d'une nation. Ce qu'il faut savoir également que c'est un outil qui retrace où il fournit une trace monétaire de l'économie, c'est-à-dire donc face à des biens et services qui n'ont aucun rapport entre eux et dont l'unité de mesure, donc les unités sont hétérogènes, donc on est obligé en quelque sorte de mettre en place une relation d'ordre entre ces produits à travers une valorisation en termes monétaires. Donc c'est le principal objet de cet outil de mesure et qui repose également sur un cadre central. Donc dans lequel les acteurs, etc., et les différentes opérations qui peuvent avoir lieu donc au sein d'une économie durant un exercice donné sont bien organisées, bien classifiées, etc. Donc c'est ce qu'on appelle entre autres le système dans son ensemble, le système des comptes nationaux ou SCN. En pratique, donc souvent on parle du PIB essentiellement, mais ce cadre central et ce système donc fournit un ensemble d'outputs, donc ça peut être des agrégats en valeur et en volume, ça peut être des taux par habitant ou des ratios bien déterminés, mais surtout des tableaux synthétiques. Donc il y a ce qu'on appelle le tableau des ressources emploi, il y a une séquence de comptes par agent ou par secteur institutionnel. Donc le contenu est beaucoup plus riche que ce qui circule donc généralement. Les usages, donc les besoins, donc sont multiples. Donc c'est un excellent moyen, comme vous le dites dans ce VTR, d'information sur un pays donné. Donc ça le permet aux autorités de connaître son économie et même pour les opérateurs privés, aussi bien en évolution également. Donc c'est un outil qui est également utilisé en prévision économique, donc pour la préparation de budget économique par exemple, et qui coïncide généralement avec celle de la loi de finances. C'est aussi un cadre utilisé en grande partie pour des raisons pédagogiques, pour formaliser le langage économique, par exemple en macroéconomie. C'est le lieu d'une grande partie des statistiques qui peuvent être produites, et je dirais que même les statistiques qui ne sont pas intégrées dans le système de comptabilité nationale sont généralement marginalisées. Donc ça permet effectivement de faire des comparaisons internationales, et c'est même utile pour certains, pour des historiens par exemple, s'ils veulent examiner donc le contexte d'une époque bien déterminée. Donc en matière de système des comptes nationaux, donc il faut savoir qu'il y a une norme internationale, donc il y a un standard international qui a évolué au cours du temps. Donc ça a été mis en place durant la seconde moitié, donc dès la seconde moitié du siècle précédent, et notamment avec l'implication d'un ancien prix Nobel, Richard Stone, donc prix Nobel d'économie en 1984. Donc il y a eu plusieurs versions. Donc il y a eu en gros, on va dire 4 versions avec 5 révisions. Donc on est passé du SCN 53 à 68 à celui de 93, et on est actuellement sur celui de 2008 qui est paru en 2009, et donc il y a des réflexions en ce moment sur un nouveau standard, donc qui sera a priori qui devrait paraître en 2025. Donc cette évolution
du standard lui-même, elle résulte également des interactions entre la théorie économique et la pratique et les résultats empiriques. Donc les choses ont évolué dans ce contexte-là. Il y a également un effort d'harmonisation vraiment important au niveau de la communauté statistique internationale, c'est-à-dire que sous le chapeau du système des comptes nationaux, il y a eu un effort d'harmonisation d'autres systèmes de statistiques, que ce soit celui en particulier celui des statistiques de la balance des paiements, les statistiques de la finance publique, du commerce extérieur et même les statistiques de la dette. Donc toute cette architecture, elle est harmonisée donc sous le chapeau du SCN en lui-même. Le SCN, il est décliné donc également. Donc les pays sont invités à appliquer ce système et suivre ses recommandations. Donc il y a parfois des systèmes régionaux comme le système européen des comptes dérivé du SCN des Nations Unies. Et chaque pays, donc, il est invité à adapter son système en fonction, donc, au regard de ce standard international. Et donc, c'est le cas de la Tunisie. Il est vrai qu'également que l'utilisation du langage commence à se banaliser, mais ce qu'on note, nous, à notre niveau, c'est que parfois, souvent, on va dire que les concepts, les conditions de préparation de ces comptes sont généralement mal connus par les utilisateurs et parfois même les fondements de ces agrégats ou de ces outputs sont ignorés. Donc, mais en matière de construction des comptes, donc il faut savoir qu'il y a d'abord donc des classifications, des nomenclatures. Donc en statistique, il faut toujours nommer les choses, donc partir de nomenclatures. Donc on a les nomenclatures tunisiennes des produits et des activités qui sont elles-mêmes dérivées des nomenclatures internationales. Ça suppose donc une mobilisation de multitudes de sources, donc un flot important d'informations qu'il faut mobiliser. Donc ça peut être des informations diverses, sociales, économiques, etc. Toute cette information est finalement, donc on parle de comptabilité nationale, mais c'est juste le fait que la comptabilité nationale n'est pas faite ou n'est pas effectuée comme on ferait une comptabilité d'entreprise ou une comptabilité commerciale. On emprunte à ces deux-là ce principe d'enregistrement en partie double. Mais ce qu'il faut retenir, que c'est d'abord de la statistique dans un cadre comptable et qui également nécessite un regard d'économiste. Parce que, avec cet énorme flux d'informations, flot d'informations, il y a parfois des incohérences, des contradictions qu'il faudra gérer lorsqu'on pile ou on élabore ces comptes. Pour venir au compte, nouveau compte en base 2015, il faut peut-être signaler qu'il y a une petite confusion entre l'année de base des comptes elle-même, qui est aujourd'hui l'année 2015, et parfois on parle parfois d'année de base des prix. En fait, la base des comptes, qui est 2015 aujourd'hui, c'est la base sur laquelle on a prélevé la structure de l'économie, finalement. Alors que, la base des prix, c'est l'année avec les prix de laquelle on a évalué les comptes en volume au prix d'une année déterminée. Sauf que ces deux concepts ces deux différences commencent à s'atténuer dans la mesure où les pays vont dans le sens où les comptes en volume sont élaborés au prix de l'année N-1. Donc on parle un peu moins de la base des prix en elle-même. Donc lorsqu'on parle de rebasement, c'est d'abord sur la base ou l'année de référence des comptes. Pourquoi on fait de ce rebasement? Parce que tout simplement, lorsqu'on observe une économie, donc on est sur une année donnée, on essaye d'avoir la photo la plus fidèle et la plus complète de notre économie.
Et à partir de là, on va retenir un certain nombre de clés de répartition et des taux qui vont nous servir à la préparation des autres années qui suivent, en attendant le choix d'une autre année de référence. Tout simplement parce que l'effort, l'investissement qu'on fait dans une année de base, on ne peut pas le reproduire pour les comptes des années qui vont venir. Donc cet investissement très lourd, ça impliquerait donc des retards énormes au niveau du calendrier de préparation des comptes, etc. Donc c'est tout simplement prendre une référence pour une année donnée, observer cette économie sous toutes ses coutures. C'est une opération particulièrement lourde parce que donc généralement elle fait l'objet d'un programme d'action, etc. Donc à l'avance. Donc par exemple la dernière base, elle a nécessité un travail de 3 ou 4 années avant d'être publiée. Donc ça c'est au niveau à mon sens, qui est la motivation principale des comptes par rapport à une année de référence. Donc les comptes avec le temps, donc ils deviennent en quelque sorte relativement obsolètes. Donc on est obligé de revoir l'année de référence. Mais également ça peut coïncider donc avec l'apparition d'un nouveau standard international. Donc c'est une occasion à la fois de revoir cette année de référence et repartir sur une autre base, mais également c'est le moment opportun pour également introduire des modifications que le standard recommande. Du coup, donc, comme vous l'avez bien dit, donc, on est au niveau là de la 3e génération des comptes tunisiens. Donc, les premiers comptes donc, ont été faits sur la base de l'année 83. Ceux qui étaient en publication donc jusqu'à 2020 sont ceux basés sur l'année 97. Vous voyez bien que là, on est loin de l'année de référence. Et donc là, c'était le moment, donc plus que jamais, de revoir cette année de référence. Il faudra noter que les changements qu'on a apportés ici au niveau de cette 3e génération sont plutôt essentiellement liés à d'autres aspects autre que ce que recommande le SMN 2008. Donc on va le voir un peu plus en détail plus tard. Et il faut également signaler que tout ce qu'on fait donc à ce niveau-là, c'est avec le souci d'exhaustivité des comptes. On veut tendre cette exhaustivité et finalement l'amélioration de la qualité de ces comptes. Donc, juste pour faire un aperçu sur les changements que la nouvelle base comporte. Donc, bien que, encore une fois, je signale que l'alignement n'est pas celui qui a apporté les principaux changements, mais juste pour signaler, donc je commence par ça. Donc, et là, je citerai les principaux points qui concernent la Tunisie. Et l'un des principaux points, il concerne les statistiques du commerce extérieur et pour lequel donc le standard international recommande d'appliquer le critère de transfert de propriété lorsqu'on comptabilise les échanges extérieurs. Donc il faut juste peut-être rapidement pour expliquer ce point, c'est que généralement donc la description des échanges extérieurs de biens n'est plus aujourd'hui fondée sur l'observation de flux physiques, donc au passage des frontières d'un pays donné. Mais aujourd'hui, donc, on est amené à on est basé sur la notion de transfert de propriété. Donc, en particulier pour la Tunisie, qui est un pays de sous-traitance sur certains produits. Donc, le traitement du travail à façon à l'étranger et du négociation international également ont été modifiés avec le standard international. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a travail à façon, c'est lorsqu'une entreprise agissant par exemple en tant que donneur d'ordre à l'étranger fait confectionner un bien par une autre entreprise résidente en Tunisie, dite sous-traitante, donc en lui fournissant par exemple les intrants nécessaires.
Donc, dans le SCNS 2008, compte tenu du fait que les intrants, comme le bien fini, reste à tout moment la propriété de l'entreprise donneuse d'ordre, donc il y a aucun échange de biens entre les pays qui ont enregistré. Donc, ce qu'on enregistre, par contre, c'est une exportation de services industriels par le pays de sous-traitance. Et d'un montant égal, finalement, la différence entre le produit fini et les intrants qui ont servi à sa fabrication. Donc ça, c'est peut-être à mon sens le point majeur qui touche vraiment les camps tunisiens. Mais il faudra que sachez que conceptuellement ce nouveau traitement ne modifie pas le solde total des échanges extérieurs. Mais il diminue par contre les exportations et les importations des biens industriels. Juste, il introduit une exportation de services industriels. Deuxième modification, qui est relativement importante, mais peut-être beaucoup plus importante pour d'autres pays, c'est l'introduction d'une définition un peu plus élargie des actifs de l'investissement, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la BCF. Et donc là, le système des Nations Unies recommande de classer en investissement tous les achats d'armement et les dépenses en recherche et développement. Un troisième point, peut-être qu'il faut signaler, c'est également, donc il y a eu quelques mise à jour au niveau de la production, la définition de la production de sociétés financières, comme les assurances et la production de la Banque centrale, qui a été légèrement modifiée. Donc, je reviens au changement ici sur ceux qui ne sont pas liés au SCN lui-même. Donc, il faut savoir qu'on a adopté une nomenclature tunisienne révisée suite à la révision de la nomenclature au niveau international. Il y a eu également donc une meilleure couverture des champs d'intervention sur lesquels doit s'opérer la comptabilité nationale à travers l'intégration de nouvelles sources de données, à travers le recours parfois à des fichiers administratifs qui est la tendance actuellement au niveau international. Il y a eu également donc la mise en place d'un certain nombre d'enquêtes statistiques ponctuelles pour répondre à des besoins particuliers, notamment sur la couverture de l'économie ou le secteur informel. Il y a eu, entre autres, donc juste pour mémoire, donc c'est juste un point qui a été corrigé par rapport aux deux autres bases, c'est que par exemple certaines campagnes agricoles qui étaient à cheval sur 2 années successives, on avait pris la convention lors des deux précédentes générations de les comptabiliser dans l'année qui suit. C'est-à-dire la campagne, par exemple, 2020-2021 était, si on était sur l'ancien système, était comptabilisée en 2021. Là, on a rétabli un peu les choses pour comptabiliser chaque campagne, mais chaque partie a été affectée à l'année qui la concerne. En termes d'impact et quels sont les apports de ce rebasage, donc il y a, comme vous l'aviez signalé, donc systématiquement une certaine revalorisation des agrégats, notamment le PIB, sur laquelle on va revenir. Il y a donc par conséquent et systématiquement, puisque le PIB intervient au dénominateur d'un certain nombre de taux et ratios, donc ces taux ont subi une certaine modification mécanique. On a essayé également d'enrichir les outputs de ce système tunisien, donc avec de nouveaux comptes de patrimoine. Bon, pour le moment, il se limite au compte de patrimoine financier. Donc, mais ça, c'est un acquis important. Mais également, donc, on a essayé cette fois d'intégrer une mesure du secteur informel. Donc, dans la mesure, donc également, il y a plusieurs chiffres qui circulent depuis plusieurs années, donc qui proviennent d'institutions internationales ou d'études diverses. Donc, il était important pour nous de fournir, donc en tant que comptables nationaux, d'ailleurs, donc c'est le cadre s'y prête particulièrement de fournir quelque chose d'officiel sur ce segment-là. Donc on y reviendra plus loin. Donc en gros, donc si on revient point par point
en termes de revalorisation, donc il y a eu effectivement donc un PIB qui a été, bon, c'est pas spectaculaire, donc comme on le verra, mais juste une réévaluation de 6%. Au passage, donc il faut noter que lorsqu'on est passé de la première à la deuxième génération des comptes avec l'adoption du standard de l'époque qui était le SCN 93, la révision elle était beaucoup plus importante, elle était de presque 10%. Donc cette révision sur le PIB n'impacte pas la croissance annuelle économique d'une année à l'autre, donc on le verra. Deuxième point, donc il y a une confirmation, donc aujourd'hui, donc la part des services dans l'économie, elle est confortée. Donc il n'y a pas tellement de modifications sectorielles, mais il y a une accentuation de ce phénomène de tertiarisation de l'économie. En matière, selon les emplois du PIB, donc il y a eu la modification du 6%, donc a surtout touché la consommation finale privée, un peu moins la formation brute de capital fixe, mais ce sont les deux postes qui ont subi qui ont été impactés par cette revalorisation. Il y a eu bien sûr les taux dont je parlais, donc si vous rapportez donc la consommation par habitant, le PIB par habitant, donc il y a une légère hausse. Mais par contre, il y a eu des baisses sur certains ratios, par exemple sur le taux d'endettement ou des choses comme ça. Donc il y a eu des baisses. D'ailleurs, ce qui parfois amène certains de dire que cette revalorisation donc lui confère un caractère politique en ce sens qu'elle est faite essentiellement pour donner de la marge au gouvernement afin d'augmenter leur capacité ou leur potentiel d'endettement. En fait, sincèrement, c'est pas le cas. Donc ce travail-là, donc comme vous l'aviez dit, il est suivi par le FMI depuis bien des années. Donc ils savent très bien que on est sur projet-là. Donc ils savent très bien que qu'il va y avoir une revalorisation du PIB, etc. D'accord. Sinon, ça سامحني parce qu'on et passer le temps, c'est que je voudrais vous faire réagir par rapport à ce que vous avez dit. Donc là, donc pour vous, les 16%, les 6% plus. Augmentation. Non, que je parle l'augmentation du PIB au second semestre en glissement annuel. Donc, elles ne sont pas impactées par cette revalorisation, ce rebasage. En fait, pas tellement. Donc, tout ce que je viens d'écrire concerne les comptes annuels. Mais les comptes trimestriels se sont alignés sur le nouveau système avec la base, avec l'année de 2015 comme référence. Mais là, même si on était sur l'ancienne base, on aurait une croissance en variation annuelle d'une grandeur similaire. C'est pas ça qui a impacté la croissance du deuxième trimestre de 2021. D'accord, mais comme les deux publications sont parues... Oui, tout à fait. Il y a eu une confusion dans le public. Donc, écoutez, si vous permettez, je vais essayer d'aller rapidement donc, sur les slides qui viennent. Donc, c'est à mon sens que c'est important. Donc, il y a actuellement donc parmi les apports de ce rebasement, donc il y a une estimation officielle du poids de l'économie informelle dans l'économie nationale. Donc, on la situe aujourd'hui pour l'année 2015 à hauteur de 27,4%. Donc, par rapport à cette révision des PIB, donc là, je partage avec vous, par exemple, un travail de l'OCDE sur l'impact de ces réévaluations au sein des pays de l'OCDE. On voit bien que cette révision qui fait passer les comptes donc au système 2008, donc elle a eu un impact variable, donc ça dépend. Donc ça va de presque un peu plus de 1% ou de 2% pour certains pays, et ça va jusqu'à, par exemple, pour les Pays-Bas à 7,8%, la Corée du Nord une révision de 8%, etc. Donc ce changement, donc cette réévaluation du PIB, elle est variable en fonction des spécificités des pays et en fonction, j'imagine, donc du poids de la recherche et développement dans les pays, etc.
Donc ça c'est par rapport à d'autres pays, par exemple. Donc juste pour illustrer également, donc le Maroc par exemple a révisé son PIB à l'occasion donc de 5%, comme vous l'aviez dit. Donc le Ghana de 60%, Nigeria 89%, etc. Donc c'est variable. Mais il faut faire attention là-dessus. Parmi ces pays-là qu'on a en face, il y a des pays qui sont passés directement de la norme qui était celle de 68 à la norme de 2008. Et entre-temps, donc c'est un bousculement, c'est un changement énorme. Les principaux changements sur la norme internationale, ils sont intervenus lors de la version SCN 93. Et l'impact, c'est là qu'il a été le plus important. Donc, si vous avez des taux élevés ici, c'est dû en partie à ça, parce qu'ils sont passés d'un système relativement obsolète à une norme qui était qui implique d'énormes changements. Le Nigeria, par exemple, c'est une révision, donc c'est une économie donc avec un secteur télécom et audiovisuel important, donc etc. C'est clair. Sur la croissance, comme je l'ai dit, donc j'ai pris les niveaux de croissance aussi bien sous l'ancienne base et sous la nouvelle base. Il n'y a pas tellement de différence, mis à part quelques années, 2014, 15 ou 17. Sur la sous-traitance, par contre, là c'est important pour certains donc de savoir que deux secteurs majeurs donc comportent cette sous-traitance internationale qu'on a traitée, en particulier pour le secteur textile, habillement, cuir, qui représente par exemple 22% des exportations de produits. Donc le tiers de cette exportation fait partie, donc elle a subi ce traitement. C'est le cas des industries mécaniques électriques et dans l'ensemble des deux produits. Donc il y a un tiers des échanges qui ont fait l'objet de ce traitement spécifique. Pour la mesure de l'informel, donc il y a rapidement une définition alignée au standard international. Il y a une approche qui a été formalisée de manière un peu plus appropriée. Il y a un dispositif de mesure qui a été mis en place et donc il y a un cadre qui a été intégré au système tunisien. Rapidement, donc l'informel, donc on le retrouve essentiellement dans le secteur agricole, et donc j'imagine donc c'est compréhensible dans le bâtiment, dans les services de commerce, par exemple. Juste pour une dernière comparaison, donc ça c'est un autre travail du FMI sur la part de l'informel, la taille de l'informel dans certaines économies subsahariennes. Donc on est plutôt dans la partie, les pays qui sont marqués en vert, c'est-à-dire quelque chose entre 20 et 30% du point de l'informel de l'économie, avec l'île Maurice, l'Afrique du Sud, Namibie, Cameroun, Botswana, Angola, Togo, etc. Donc voilà. Merci. Dernier point sur la fréquence, et c'est le problème sur lequel on peut attaquer peut-être Statistique Tunisie, c'est la fréquence des rebasements. Encore une étude du FMI sur la répartition des pays sur la période durant laquelle ils n'ont pas fait de rebasement. Et là, sincèrement, on est mauvais. On est parmi les 30 économies qui n'ont pas fait de rebasement depuis 15 ans. Donc, il y a, par exemple, la moitié qui ont fait des rebasements au cours des dernières années. Il y a parmi eux les pays européens qui ont des normes et des résolutions, etc. Ils doivent faire des rebasements tous les 5 ans. Donc, en gros, en tout, donc il y a à court terme, donc on est obligé donc de faire un travail après coup. On aura l'occasion de discuter à propos des défis et des enjeux. Ok. D'accord. Donc là, je passe la parole à Jibben Charben, donc vous qui êtes un grand utilisateur donc à l'ITSEC de données macroéconomiques et de données sectorielles pour des séries temporelles. Quelles seraient les répercussions sur les agrégats
quelles sont les répercussions en termes de retraitement de vos séries? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus voilà, d'un aspect, voilà, d'un point de vue de l'utilisateur des statistiques? Merci bien, la Sahar. Bonsoir à tous. C'est Moustapha aussi, Abdelrahman, marhaba bikoum. Je vais piquer le dernier slide de c'est Moustapha. Pour ce qui est de rétropolation, c'est notre souci en tant qu'utilisateur. Bon, pour l'INS, la finalité de la chose, ils ont produit les comptes selon une nouvelle base au col. Mais pour nous, en tant qu'utilisateurs, le problème de rétropolation, c'est notre champ de, pour 10 ans, pour les 6 mois, pour ne pas dire pour l'année à venir. Sur la base d'une nomenclature qui est nouvelle pour nous, dont on doit tenir compte des systèmes de 93 et de 68, et le budget économique qui couvrait la période, parce que nos séries remontent à 1961. Bon, notre casse-tête, c'est pas un casse-tête, mais c'est notre quotidien. C'est de rebaser nos séries pour éventuellement réestimer les fonctions de production sectorielles, réestimer au préalable, le stock de capital, vu la nouvelle base ou la nouvelle conception de la FBCF, il faut régénérer les séries. Bon, un autre problème se pose pour nous, Inch'Allah, c'est la nomenclature, la nouvelle nomenclature de la comptabilité nationale, et surtout avec l'enquête emploi, est-ce que les chiffres, ça colle, ou il y a vraiment des changements profonds. J'ai vu les secteurs. Il y a d'autres secteurs qui ont des secteurs qui, bon, c'est pas l'intégralité, mais c'est pas beaucoup de secteurs, mais par exemple, je vois pour les services non marchands, en particulier l'éducation publique et privée, de même pour la santé publique et privée. Ça nous pose un problème dans les rétropolations des séries, surtout économiquement parlant. Le comportement d'un secteur public, c'est pas comme le comportement d'un secteur privé. Sur un autre plan, on devrait, du moins je parle des travaux qui me concernent, on devrait réestimer tout ce qui est productivité ou les élasticités qui en découlent, mes collègues de l'INS ont fait grosso modo le travail, mais c'est à nous, en tant qu'utilisateurs, d'harmoniser les séries et de le rétropoler, Inch'Allah. Dans le temps, avec une collaboration étroite, à mon niveau, au niveau de l'Institut, on est ouvert pour ça, et pour avancer. Juste une petite remarque. Alors, les nouveaux comptes nationaux, ça ne va pas dire qu'on est devenu plus riche. Voilà, c'est vraiment de la comptabilité pure et simple. La situation économique, elle est avec les anciens taux ou avec les nouveaux taux, c'est la même situation, on ne peut pas la changer du jour au lendemain, mais juste un niveau de chiffre qu'il faut le traiter avec précaution, avec l'acte ou l'aqal. Pardon, madame. Simon, donc si je rebondis à ça, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Juste pour vous dire que donc on va publier donc une note détaillée sur ce changement de base. Donc on s'est contenté pour le moment d'une note synthétique qui reprend toutes les modifications que comporte cette nouvelle base. On va publier également donc une série qui court sur toute la décennie actuelle. Mais comme vous le dites, donc il y a un effort à faire donc sur cet aspect de rétropolation. Mais comme vous le savez très bien, donc c'est Statistique Tunisie comme toutes les autres institutions, donc elle a accusé donc toutes les turbulences que la Tunisie donc a connues au cours de cette décennie. Donc il y a un départ de personnel, donc il n'y a pas de recrutement, donc etc. N'oubliez pas que au cours de ces années-là, on a continué à la fois donc le projet lui-même de rebasement
mais en parallèle, donc il fallait également assurer cette production courante des comptes. Donc c'est un travail donc relativement lourd. Mais comme vous le dites, il faudra mais on est soucieux de ça, sincèrement. Donc, il faut qu'on reconstitue les séries. Donc, jusqu'à quelle date on va aller. Mais bon, du moins, donc déjà, donc vous aurez la décennie actuelle, la décennie précédente. En matière de nomenclature, donc, c'est vrai que bon, dans l'histoire de ce pays, généralement, donc, c'est la comptabilité qui a été le premier utilisateur des nomenclatures nationales. Mais il n'y a pas eu ce mouvement qui a suivi chez d'autres partenaires, d'autres institutions. Je pense que l'enquête emploi va suivre le mouvement. Mais pour le moment, donc on arrive à quand même à retrouver les cohérences dont on a besoin pour ces comptes-là. Mais c'est vrai que bon, toutes les enquêtes ou tous les produits devraient basculer vers cette nomenclature-là. Merci, c'est Most. Merci, c'est Most et Simone. Donc, c'est Abdelrahman. En fait, je voudrais vous interpeller sur l'impact. Un petit peu l'impact macroéconomique de ce rebasement, c'est-à-dire comment il va se répercuter un petit peu sur la décision économique aujourd'hui, sur nos relations avec nos partenaires. Hein. Donc, clairement, là, on est dans une optique à moyen et long terme, mais qu'en pensez-vous de tout cela ? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Allô? Oui, là, oui. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi, je n'entends pas. Ok. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, oui. Oui, là, oui, c'est Abdelrahman. Ok. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à participer à ce panel sur le rebasage des comptes. Tout d'abord, je dois féliciter l'équipe l'INS, en particulier donc le département qui s'intéresse. C'est Mostafa et notre ami Mohamed Frig qui est parti donc pour une nouvelle aventure, pour la qualité du travail dans cette période assez particulière que vit notre pays. Comme ça a été précisé par Simon, c'est une opération périodique mais les résultats ont confirmé le bon travail fait par l'INS et donc une réévaluation de 6%, donc ça montre que nos comptes nationaux étaient entre des bonnes mains, c'est-à-dire le travail fait auparavant, ça confirme la précision des estimations précédentes et la rigueur du travail fait. Bien entendu, l'opération de rebasage a induit des changements assez significatifs de certains indicateurs macroéconomiques clés, tels que par exemple la baisse du taux d'endettement d'à peu près 4,8%, le déficit budgétaire, le taux d'investissement, la masse salariale. Certes, ça va aider un peu le pays dans les négociations avec les partenaires internationaux et les bailleurs de fonds, mais j'ai un message assez simple ici aujourd'hui à faire passer, ce que ces indicateurs ou les changements observés dans les différents
ne doivent pas masquer et nous faire oublier donc les problèmes structurels. En termes pratiques, donc, même si le niveau des différents indicateurs changé, mais les tendances lourdes des différents agrégats macroéconomiques et donc les mauvaises performances de l'économie tunisienne sont toujours là. Donc voilà, donc en gros, on observe les mêmes tendances. Et cela donc implique nécessairement que nous faisons face aux mêmes défis structurels et des anciens problèmes liés donc à l'investissement, au chômage et comment retrouver donc ou placer le pays dans un nouveau palier de croissance économique. Bien sûr, cet exercice a le mérite donc d'évaluer un peu l'économie informelle. Si je me rappelle bien, donc l'estimation de nos amis de l'ENS du secteur informel est de l'ordre de 27%, et ça va aider donc les politiques futures pour donc lutter contre le secteur informel et formaliser davantage les activités économiques. Donc en gros, donc ce que je voulais dire, donc certes les indicateurs ont changé, mais les problèmes sont là et les politiques donc doivent répondre aux différents défis. J'ai une petite question aussi, Hassim Mostafa, par la même occasion, sur l'estimation du secteur informel. Est-ce que vous avez exploité toutes les cibles donc des activités informelles? Est-ce qu'il y a donc dans le futur proche d'autres niches pour améliorer donc certaines activités informelles? Voilà rapidement, je vais revenir par la suite. D'accord, merci Abdelrahman. D'accord. Je souscris également à ce qui vient d'être dit. Donc c'est vrai que le rebasement ne doit pas masquer la dégradation de la situation économique et effectivement l'urgence ou la nécessité de réformer cette économie. Même s'il y a une baisse du taux d'endettement, la dégradation du taux d'endettement, elle est là, etc. Donc, bon, en même temps, les bailleurs de fonds sont au courant de cette opération et ça va pas être finalement une surprise pour eux. Donc, ils ont fait face à ce genre de situation avec d'autres pays, etc. Il est vrai que la balle est dans le camp des autorités publiques, notamment le ministère du développement, parce que il y a un sérieux problème au niveau de la préparation du prochain plan de développement. Apparemment il y a un certain nombre de difficultés de coordination des différents ministères, mais c'est vrai que c'est le moment de prendre en main ces résultats et rapidement de réfléchir au moins sur les principaux axes sur les orientations du prochain plan. Sur le secteur informel, en fait, effectivement, donc on a exporté pratiquement toutes les sources disponibles, donc en partant de l'identification des unités donc classées comme informelles. Donc il y a eu finalement on a utilisé une approche relativement consommée, donc on n'a pas inventé grand chose, donc avec la collaboration de nos collègues à l'INSEE. Mais on a mis en place des enquêtes spécifiques. Donc, une fois ces unités informelles identifiées, donc à travers l'enquête emploi, donc il y a une enquête spécifique sur la génération de revenus chez ces unités donc informelles. On a également essayé de tenir compte de certaines activités illégales comme le trafic de stupes, etc. Donc, à travers des sources plutôt administratives, ministère de la Justice, les quantités de drogue saisies, etc. Donc des évaluations à travers des études, etc. C'est vrai que c'est pas parfait, mais on s'attachera à améliorer cette manière cette façon de ce dispositif pour avoir des chiffres un peu d'abord officiels. Donc c'est déjà un gain important.
que le pays donc affiche donc un chiffre officiel et c'est en cohérence ça, par exemple avec d'autres évaluations en matière d'emploi informel qui sont faites ailleurs. سحر بالله بعد عندك juste une question وليت اللحظة سي مصطفى est-ce que vous avez évalué l'économie sociale et solidaire ولا non malheureusement non فهمتك يعطيك الصحة. J'ai une question en fait c'est Abdelrahman. Là, c'est-à-dire que si on est, que je pense que on peut pas dire que le rebasement va améliorer notre image chez les agences de notation. Mais si on l'aurait pas fait, est-ce qu'en quelque sorte on aurait été sanctionné? Je sais pas, sanctionner ou non. Voilà, ça c'est un travail technique et périodique, donc de toute manière, donc on est obligé, en quelque sorte, à le faire d'une manière périodique comme tous les pays du monde. Mais comme je disais tout à l'heure, donc une réévaluation de 6%, donc ça montre que nos estimations, le travail fait par notre institut de statistique, il est bon et rigoureux. Donc oui, pour les relations avec nos partenaires. Je disais que voilà, ça peut améliorer, ça peut donner une bouffée d'oxygène pour les autorités publiques, pour les négociations. Donc bien sûr, négocier avec 79% de dette, c'est mieux que 84% de dette par rapport au PIB, ou pour les négociations avec la masse salariale, donc de 17,5 à 16,5. Donc oui, ça facilite les négociations, ça nous donne une petite marge aussi additionnelle peut-être d'endettement, hein, ça il ne faut pas le nier. Mais le problème c'est que il ne faut pas utiliser donc ces améliorations que je qualifie de techniques pour retarder les réformes structurelles donc, que nous devons engager. Donc c'est ça le message. Oui, ça va faciliter notre prochain programme avec la famille, ça c'est certain, comme je disais, mais pour moi, le premier défi, c'est voilà, on est avec à 27% d'économie informelle, on a 18% de chômage, on a un problème d'investissement, au taux d'investissement. Il faut rappeler aussi aux Tunisiens que le problème de l'investissement en Tunisie, il est ancien. C'est-à-dire les Tunisiennes en termes de taux d'investissement par rapport au PIB, donc remonte à 1985. C'est-à-dire la Tunisie, lorsqu'elle a décroché, elle n'arrivait même pas à être au pays voisins en termes de taux d'investissement. Et ceci lié à la réglementation excessive de l'économie, donc bien sûr à l'économie de rente, aux difficultés administratives et tout ça. Donc voilà, donc c'est ça. Je crois que ça c'est le numéro 1 et il ne faut pas oublier que c'est un ancien problème qui remonte à plus de l'investissement. Pourquoi l'économie tunisienne n'arrive pas à investir suffisamment, en termes publics et en termes privés, en qualité et bien sûr et en quantité. Ça, c'est le défi principal. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Mme Sahar. Oui, tout à fait. En fait, Simone, si on parle un petit peu maintenant de ce que ça peut vous rapporter, c'est-à-dire que si on part sur la base que ça va affiner encore plus la data et rendre la répartition sectorielle des secteurs dans l'économie, le calcul des productivités beaucoup plus proche de la réalité. On ne s'attend pas un peu à une meilleure efficience après de la décision qui sera prise après par les politiques. Est-ce qu'on peut espérer
une amélioration de la politique ou des politiques publiques. قص الصوت شويه مدام كان تعود الكيستيون. ما نعرفش منين. Si on part de l'hypothèse que ça va rendre la DIPA beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus cohérente avec la réalité du tissu économique, ça va ajuster la répartition sectorielle, ça va affiner encore plus le calcul des productivités. Est-ce qu'on peut espérer une meilleure efficience des politiques publiques et de l'action publique? En termes d'espérance, on ne peut qu'espérer. Là, c'est vrai, malheureusement pour ce webinaire, j'ai une note qui est en cours de publication sur la décennie 2010-2020 concernant la productivité. Bon, nos performances en matière de productivité, on est à côté de la plaque. Inch'Allah, après tout ce qui est harmonisation des séries, on essaie de trouver des niches pour décroissance. C'est ça la finalité de nos travaux sur la productivité. Est-ce qu'un secteur, vraiment, on peut améliorer davantage, on peut maîtriser davantage les facteurs s'ils sont surexploités. Bon, comme a dit Abdelrahman, malheureusement pour nous, l'investissement il est en déclin catastrophique, pour être clair, c'est le terme. Inch'Allah, on ne peut dire qu'Inch'Allah, madame, en matière de politique économique. Comme a dit Moustapha Zada, on est théoriquement en période de préparation du nouveau plan 21-25. Tout à fait. Effectivement, on a pris déjà 7 mois, ou 8 mois, on n'a pas... Inch'Allah, avec la stabilité du gouvernement ou quelque chose comme ça, on peut vraiment ouvrir les nouveaux chantiers et chercher les nouveaux créneaux. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Si Moustapha voulait parler des enjeux, je vous ai interrompu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dessus? Oui, donc juste pour ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, donc même en l'absence des résultats de cette nouvelle base, donc les mots de la Tunisie sont bien connus et le diagnostic est bien connu également. Donc c'est pas question d'efficience, c'est qu'il faut que ces données tombent sous de bonnes mains et voilà. Donc mais bon, sur les défis, donc il y a en particulier des défis qui concernent la comptabilité nationale et la statistique officielle surtout. Donc, le principal défi de la comptabilité nationale actuellement, c'est de réduire cette fréquence des rebassements. Il faut qu'au moins on passe à un rebasement tous les 10 ans au moins, dans un premier temps. Et donc, c'est ce que on planifie de faire avec pour 2025, qui va peut-être coïncider avec la nouvelle norme internationale des Nations Unies, le SN 2025. Mais l'enjeu est également pour nous à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'on a choisi l'année 2015 parce que on s'est dit, après... On était déjà loin de l'année de référence de 1997 et on savait pertinemment que la structure économique a terriblement changé avec l'émergence de nouvelles branches industrielles comme les industries mécaniques électriques. On savait que le poids le textile a un peu baissé relativement par rapport aux autres branches. Mais 2015 c'était pour nous on s'est dit on est à quelques années après le bouleversement politique, peut-être que les choses se sont stabilisées, autant le faire là-dessus. Mais c'est vrai que j'imagine, peut-être d'ici 2025,
cette économie va encore connaître un certain nombre de bouleversements. Donc il va y avoir des modifications structurelles, etc. Et ce qu'on est censé refléter dans ces comptes économiques. L'autre point, c'est pour nous, c'est de moderniser la chaîne de compilation. Il faut qu'on réduise un peu parce qu'on peut pas faire un changement de base pendant 3 ans, le publier après 2 ans encore, etc. Donc il faut essayer de faire en sorte que cette opération se fasse avec un délai relativement réduit. Peut-être étendre les comptes également. Donc on parle aujourd'hui de comptes satellites. Il faut peut-être un compte satellite du tourisme séparément, un compte satellite pour l'eau ou l'environnement, etc. Peut-être qu'il faut qu'on soit un peu plus actif sur les discussions qui ont lieu au niveau international par des commissions d'experts entre les 2 révisions au niveau international. Parce que, par exemple, sur ce traitement de la sous-traitance, il a posé d'énormes problèmes pour certains pays. Et on n'a pas anticipé la capacité des pays à pouvoir le mettre en place. Donc, nous, on l'a fait en étroite collaboration avec la Banque centrale. Et ça nous a permis de le faire, mais d'autres pays ont du mal à le faire. Mais il a posé également d'autres problèmes techniques. Par exemple, je prends le cas de l'Irlande, par exemple, en 2015, sa croissance a été revue de 7%, uniquement la croissance, de 7 à 26%. Et c'est juste dû à une relocalisation de multinationales ponctuelles en Irlande. Donc ça a suscité beaucoup de débats, ce qui conduit aujourd'hui, par exemple, certains experts à dire qu'il faut revenir sur cette convention. Donc, il faut qu'on soit présent à ce genre et anticiper un peu et porter notre voix sur certaines mises à jour au niveau du standard international. Et également, peut-être qu'il faut qu'on fasse un effort en termes de vulgarisation, encore une fois, parce que on sent que même dans le discours des pouvoirs publics, je vous cache pas, par exemple, lorsqu'on avait une réunion par rapport avec le ministre de tutelle pour lui présenter les résultats de la base, son souci c'était comment je vais dire comment je vais communiquer par rapport. Donc les gens vont m'attaquer sur le fait que il y a eu révision parce que donc on veut un peu maquiller les comptes. Donc il y a un effort de vulgarisation sur cet outil-là, et en particulier par rapport aux médias, par rapport à la classe politique, etc. D'accord. Moi j'ai à lever la main. Juste à la khater, c'est moi, ça va être, on va discuter à haute voix. Avec plaisir. Le choix de 2015, c'est en termes de technologie, c'est une année exceptionnelle. J'ai fait les 2. Vraiment, c'est un peu délicat. La structure de l'économie, هذه حاجة. والحاجة الثانية ايش عملنا في البي بي ريجيونال. En conséquence, on devrait le réajuster ou faire le calcul pour les 2 observations, les kharj. Oui, tout à fait. Mais bon, en fait, les comptes ne sont pas totalement base 2015. En fait, on a fait quelque chose de nouveau. C'est une base fondée sur 2015 et 2016. Donc, l'exercice qu'on a fait, cet investissement 2000, on le dit pas, mais bon, juste pour ne pas, ça peut prêter à confusion. On l'a fait sur 2 années finalement. Et ça, c'est juste pour vous. Donc l'autre question, donc c'est le PIB régional. Le PIB régional, tout à fait. Malheureusement, donc le PIB vient de sortir, donc avec un certain retard. Il faudra effectivement faire les mises à jour nécessaires en fonction des résultats de cette nouvelle base. Oui, tout à fait. L'indice linéaire, tout à fait. Non, on est d'accord, oui. C'est je vais profiter de votre présence aussi et de vous poser une question avec ma casquette de journaliste. Est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui d'autres projets de modernisation un petit peu
des statistiques qui sont publiées par l'INS, dans le sens d'avoir des statistiques beaucoup plus raffinées, beaucoup plus déployées par filière, par exemple, soit pour le commerce international, par exemple, ou le commerce extérieur, les prix, voilà, même les stats, la croissance. Est-ce qu'on peut avoir des stats un petit peu plus éclatées, disons? Non, mais tout à fait. Donc, on fait un effort en particulier donc de ce côté-là, du moins sur les opérations statistiques qui nous concernent. Donc, et on essaye au sein du Conseil national de la statistique de pousser les autres institutions qui sont partie intégrante du système statistique national à évoluer dans ce sens. Malheureusement, par exemple, même au stade des nomenclatures, on a du mal à faire adhérer, par exemple, les autres partenaires à ces nomenclatures, etc. Mais à notre niveau, au moins, on essaie de faire évoluer toutes les opérations, tous les produits qu'on a qui rentrent comme intrant de la compilation, l'élaboration des comptes nationaux. Je parle par exemple de l'enquête quinquennale sur la consommation, les dépenses de consommation des ménages. On sait qu'il y a pour être honnête, on sait qu'il y a des problèmes sur l'enquête emploi, par exemple, qu'il faudra un peu moderniser. Donc, sur l'indice, par exemple, des indicateurs de conjoncture, donc sur les prix, je pense pas qu'il y a un problème particulier, mais bon, mais sur d'autres indicateurs. En fait, en réalité, pour être honnête, si on prend cette activité statistique comme étant une activité industrielle, on se heurte aujourd'hui à un problème majeur en termes d'approvisionnement de cette activité sur les données élémentaires. Sur le passé, donc, vous savez qu'on vivait dans une économie relativement plus ou moins planifiée, par exemple. Donc, l'information, donc, il y avait une bonne part de tissu industriel qui était public. Donc, l'information primaire remontait relativement facilement. On n'avait pas de problème avec nos enquêtes directes, que ce soit avec les ménages ou avec les entreprises. Aujourd'hui, donc, on a des difficultés d'avoir des réponses, donc, de la part des entreprises. Du côté des enquêtes même sociales, donc, on commence à avoir quelques soucis. Donc, il faut qu'on arrive à gérer ça. Il est vrai que la tendance internationale, c'est d'aller davantage vers des fichiers administratifs. C'est ce qu'on a essayé de faire. C'est ce qu'on a fait, en fait, concrètement. Dans cette nouvelle base, on est allé à voir les fichiers, les liasses fiscales qui sont chez le ministère des Finances pour, bien sûr, un usage strictement statistique. Mais l'organisation, notre modèle de production, entre guillemets, doit être revu. Voilà. Et bien sûr, donc, il faut profiter, bien sûr, toutes les opportunités des nouvelles technologies de l'information qui sont aujourd'hui incontournables et qui nous permettraient de gagner énormément en termes de disponibilité, de rapidité, etc. Donc, ça, il faut qu'on investisse davantage là-dessus. Mais malheureusement, encore une fois, donc, dans un contexte politique, économique et social, etc., donc, de la décennie précédente, sincèrement, donc, la statistique, c'est le dernier des soucis des pouvoirs publics, malheureusement. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, etc. Mais bon, il faudrait que les pouvoirs publics, enfin les prochains décideurs, soient conscients de ça et qu'ils apportent un soutien particulier à cette activité. D'accord, très bien. Si Abdelrahman, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Est-ce qu'il y a un message que vous voulez lancer? Bon, c'est un peu difficile de... franchement, c'est un peu difficile de parler après Simonji, donc voilà, car bon, on partage les mêmes idées et les mêmes réflexes, mais je voudrais bien sûr insister sur la communication autour de cet exercice, vulgariser un peu l'exercice, communiquer auprès des médias et auprès des décideurs, des partenaires sociaux. Bien sûr, les conditions sanitaires et les conditions actuelles et le contexte
global du pays, bon, ne facilite pas les choses, mais je recommande fortement de mieux communiquer autour de cet exercice et ces implications-là. Donc voilà, car il y a des différentes interprétations, différentes conclusions tirées, donc il vaut mieux donc mieux communiquer. Et la deuxième chose, le défi majeur dont a parlé Simone, c'est l'actualisation donc des différentes séries statistiques, la réestimation donc de la productivité, de la contribution donc de capital et de travail dans la dans la fonction de production. Voilà, dans la croissance économique et tout. Donc voilà, ça c'est bien sûr c'est un chantier donc de taille, mais qu'il faut donc l'accélérer et on espère avoir les ressources humaines et financières nécessaires. Donc car je saisis cette occasion donc pour donc mentionner des ressources humaines, beaucoup de cadres de l'INS partent à l'étranger, donc ils sont hautement qualifiés et tout. Et comment notre défi aussi, comment les retenir et aussi améliorer donc les conditions de travail à l'INS pour donc voilà préserver donc les acquis et la capacité du pays à produire des bonnes statistiques et des statistiques de qualité. Et ça, c'est un vrai problème. Hein. Donc, si Moustapha peut le confirmer, donc, il y a un départ donc, de nos ingénieurs et tout, et on n'a pas les moyens aussi à les retenir. Et je comprends donc leurs ambitions personnelles, mais il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Et je vous remercie. Voilà. Merci Abdelrahman. Alors, un dernier mot, Simone J. Je remercie l'équipe de l'INS pour ce travail. Inch'Allah, Bedlen, surtout la première version des nouveaux comptes avec un niveau plus ou moins désagrégé. C'est Moustapha. مش نلقاو رواحنا احنا في الريتروبولاسيون. يعني le niveau de disons le 20 ou le 25 يخلينا sur nos soifs. ان شاء الله يعني لا بريمير فيرسيون تخرج سور كما قلنا avec les nouvelles technologies تخرج نرجعوا لقبل اللي بتي سي دي هذوك والكل والله فهمتي علاش ما ترجعوهمناش هكاك نخدموا على راحتنا وون بو غاني دو طون ان تيرم دو برودكتيفيتي في ستاتستيك. ويعطيكم الصحه. ميرسي زاد اللي كنتي مدام عايشك. Osfa, je vous laisse le soin de clore le débat. Alors, si vous voulez répondre bien évidemment à Simone et nous dire, bon, maintenant, avec la publication, bien sûr que le travail n'est pas terminé. Pour vous, maintenant, le maillon d'après dans cet effort de vulgarisation, de communication et d'explication aux différentes parties prenantes. D'accord, donc déjà merci pour cette opportunité. Sincèrement, on a été particulièrement ravis. Donc jusqu'à cette date, donc on n'a pas eu de réaction, même de nos autorités de tutelle. Donc c'est déjà un aspect positif. Je remercie les collègues qui sont intervenus ici et je prends en considération les points qui ont été soulevés. Donc avec Simon, on manquera pas d'échanger donc toutes les séries dont on dispose avec le détail qui souhaitait. Encore une fois, donc il faut qu'on fasse peut-être un effort supplémentaire donc au niveau en termes de communication, etc. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tellement habitué à ce genre d'exercice, mais bon, par exemple. Il faudrait peut-être commencer par rapport à l'administration publique, par exemple, donc dans laquelle donc il y a un effort à faire. Donc je sais que par exemple la Banque centrale a manifesté par exemple donc son intérêt pour des sessions donc d'information et
de formation sur les concepts de comptabilité nationale. Donc on va le faire donc au printemps, à l'automne prochain, donc juste après la rentrée. Et donc préparer une stratégie de communication, donc continuer avec ce qu'on a à faire donc par rapport aux publications de cette base, et espérer que les choses vont évoluer dans le bon sens au niveau de notre pays dans l'ensemble, afin de passer sur un autre palier. Voilà. Mais merci encore une fois pour vous et à M. Abdelrahman et M. Monchi. Merci à vous et encore bravo pour ce travail colossal. Merci à l'IACE de nous avoir donné l'opportunité d'en discuter et d'expliquer, et ça fait aussi partie de cette communication qu'on doit aux citoyens et aux acteurs publics. Voilà, ça fait merci pour l'effort que vous avez accompli, et merci à nos participants de s'être rendus disponibles et échanger avec nous. Et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.